Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, heure d'été. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. Et voici toute l'actu que l'on va développer dans cette première édition. Journée du souvenir hier à Nice, un an après l'attaque au couteau qui a fait 3 morts. Cérémonie hier soir en la basilique Notre-Dame. Tout est oublié ou presque. Première rencontre hier entre Joe Biden et Emmanuel Macron depuis la crise des sous-marins australiens. Une réconciliation en marge du G20 qui se tient à Rome. Une victoire difficile et inespérée, celle du PSG hier soir face à Lille de 1 but in extremis de Di Maria. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet qui se court sur l'hippodrome de Compiègne aujourd'hui. Puis une interview de Philippe Legrand, une date, une histoire avec le pilote auto Romain Grosjean, 6h23. On va partir en balade avec Vanessa Za et Marion Sauveur à 7 sur les traces de Georges Brassens, puis en Ardèche. La tendance météo, bonjour chère Valérie Darmon. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Il pleut à verse avec des vigilances orange puis inondations et crues sur la Lozère, l'Ardèche et le Gard. Il pleut aussi mais moins partout ailleurs façon crachant désagréable. Encore moins sur la façade ouest avec même quelques éclaircies qui peuvent revenir sur la pointe bretonne. Et ce matin, il fait entre 5 à Strasbourg et 20 degrés à Perpignan, température contrastée. Prudence bien sûr sur la route, météo complète à la fin de ce journal. Europe 1. L'émotion hier à Nice, un an après l'attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame qui a fait 3 morts. Une statue et une plaque commémorative ont été dévoilées. Hommage rendu hier soir dans cette église par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et par le maire de Nice Christian Estrosi. Ici même il y a un an, et il y a eu ce moment, si bref, si violent, quand un terroriste islamiste a tué Nadine, Simone, Vincent. Oh, qu'on ne vienne pas me parler de déséquilibre, de contexte, de circonstances. Surtout qu'on ne vienne pas nous dire tout ça, ce qu'on nous dit depuis plus de 20 ans quand ce cauchemar a commencé. Un cauchemar qui aurait pu prendre d'autres proportions, bien plus douloureuses si nos policiers municipaux, ce corps civique qui fait la fierté de notre cité, avaient risqué leur vie pour interrompre la course meurtrière du terroriste. L'hommage de Christian Estrosi hier soir, de nombreux Niçois a été massés en dehors de l'église, tenue à distance par un imposant dispositif de sécurité. Rome hier, rencontre importante entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Première rencontre depuis l'incident diplomatique provoqué par la crise des sous-marins australiens. Jacques Serret, vous êtes à Rome pour Europe 1. Est-ce qu'on peut parler de véritable réconciliation entre la France et les États-Unis ? Oui, il y a les gestes et les mots du président américain. Une poignée de main chaleureuse, des tapes dans le dos d'Emmanuel Macron, et puis cette déclaration juste avant le tête-à-tête tant attendu. Ce qu'il s'est passé dans l'affaire des contrats des sous-marins a été maladroit. Il n'a pas été fait avec beaucoup d'élégance. Mais je veux être clair, la France est à mes yeux un partenaire d'une extrême valeur. Joe Biden a par ailleurs expliqué qu'il pensait que la France savait que le deal avec l'Australie n'allait pas se faire. Alors est-ce là de la mauvaise foi ou le président américain est-il sincère quand il dit cela ? Emmanuel Macron dit le croire, mais reste cependant dans une position d'attente vis-à-vis des États-Unis. La confiance, c'est comme l'amour, a dit en petit comité le chef de l'État. Les déclarations, c'est bien, les preuves, c'est mieux. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, rencontre en marge bien sûr du G20 qui se tient ce week-end à Rome. Les dirigeants des plus grandes économies mondiales doivent trouver le moyen d'envoyer un signal positif avant le début de la COP26 sur le climat. Ce sera demain son ouverture en Écosse. On en reparle bien sûr dans le journal de 6h30. Autre tension, cette fois-ci entre Paris et Londres concernant la pêche. La France a annoncé l'entrée en vigueur des premières mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni à partir de mardi prochain. Des pêcheurs français qui réclament à Londres des licences pour pouvoir pêcher en eau britannique. Lionel Gougelot a rencontré Mathieu Pinto, un jeune patron pêcheur de Boulogne-sur-Mer. Il attend cette fameuse licence depuis 9 mois maintenant.
Mathieu Pinto attend depuis le début de l'année sa licence l'autorisant à pêcher dans les eaux britanniques, là où il réalisait 50% de son activité. Alors depuis 10 mois, le jeune patron pêcheur a dû chercher d'autres zones de pêche plus loin dans la Manche, mais il a du mal à joindre les deux bouts. On a l'habitude de travailler dans une zone assez poissonneuse et puis derrière, on nous l'interdit, donc il faut complètement changer les plans. On a eu un peu de beau temps cet été, tout ça, c'est que ça nous a permis avec nos petits bateaux quand même de faire de la route, chercher ailleurs. Mais surtout le prix du gasoil augmente, tout ça, là, alors ça commence à tirer la langue pour tout le monde, quoi. Tout cela selon lui parce que les Britanniques ne respectent pas leur accord sur la pêche. Alors pour Mathieu, le gouvernement français a bien raison de prévoir des mesures de rétorsion comme l'interdiction pour les Anglais de débarquer leurs poissons à Boulogne-sur-Mer. On a été trop gentils, donc je pense que oui, il est temps de taper sur la table et puis de fermer un peu les robinets, quoi, et puis essayer de les pénaliser sur certaines choses. Énormément de poissons anglais est vendu en France, hein. Donc oui, ça peut faire énormément de bruit et puis ça fait rapidement bouger les choses. On espère, il serait temps. À Boulogne-sur-Mer, sur les 68 demandes de licence de pêche britannique, 35 dossiers de bateaux sont toujours en attente d'un feu vert. À Boulogne-sur-Mer, Lionel Gougelot, Europe 1. Et après les pêcheurs, ce sont les chasseurs qui sont vent debout. Ils sont contre la proposition du candidat écologiste Yannick Jadot qui souhaite interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Une pratique déjà très encadrée, disent les chasseurs. Je vous le disais tout à l'heure, il va falloir changer vos pendules et montres la nuit prochaine. On passe à l'heure d'hiver. Demain à 7h06, il sera 7h06. Ce changement d'heure, on le sait, divise depuis sa mise en place en 1976. Il y a 2 ans, le Parlement européen a entériné la fin du système dans l'Union européenne. Mais alors pourquoi ça coince? Les explications de Céline Géraud. Votée en mars 2019 par les eurodéputés, cette réforme devait s'appliquer en 2021. Mais avec la crise sanitaire, le sujet est relégué au second plan et surtout les États membres ne sont pas d'accord sur le choix du fuseau définitif. Hiver ou été, impossible de mettre toutes les pendules à la même heure. Pour le maire de Mazamet, Olivier Fabre, coprésident de l'Association européenne pour l'heure d'été, il n'y a pas débat. Aujourd'hui, avec l'ampleur que prend la crise énergétique et qui ne va pas s'arrêter, on se rend compte que toute économie est bonne à prendre et on se rend compte que l'heure d'été permet de faire des économies. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'heure d'été fait coïncider la journée d'activité humaine avec la lumière solaire. Alors que si on avait l'heure d'hiver toute l'année, eh bien vous auriez le jour qui se lèverait à 4 heures du matin à Paris ou à Strasbourg dès le mois de mai et jusqu'au début du mois d'août. Il y a 2 ans, lors de la consultation citoyenne, 60% des Français interrogés avaient plébiscité de rester à l'heure d'été. Alors sauf si un consensus est trouvé au sein de l'Union européenne, la fin du changement d'heure n'a pas encore sonné. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1, on en reparle avec mon invité tout à l'heure à 7h moins le quart, l'économiste Jacques Percebois. On termine avec le foot. Hier, le PSG l'a emporté sur un fil 2-1 face à Lille, champion de France en titre. Une vraie victoire à l'arraché qui permet à Paris de s'envoler en tête du classement. Cédric Chasseur, le PSG a encore sauvé sa peau malgré un jeu pas vraiment flamboyant. Oui, comme face à Lyon, comme face à Angers, Paris aura concédé le premier but, conséquence d'une première période indigente, avant de réagir dans le dernier quart d'heure. En l'absence de Mbappé, on attendait Messi, fantomatique et sorti à la pause. C'est finalement Neymar et Di Maria qui auront porté le PSG en fin de match. L'Argentin, buteur providentiel et passeur sur l'égalisation de Marquinhos, symbole de la hargne retrouvée du Paris Saint-Germain. Encore la même histoire qui se passe ce soir, on a du mal à démarrer un match. Et après en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été mieux en place. Quand on perdait de ballon, tout de suite on est arrivé à récupérer, on a été mieux placé pour le récupérer. C'est ça la différence, je crois que ça est stabilisé après à cause de ça. Alors si ce succès n'efface pas tous les problèmes dans le jeu du PSG, loin de là, il permet tout de même au club de la capitale de prendre 10 points d'avance en tête du championnat et de préparer avec un peu plus de sérénité le déplacement à Leipzig mercredi en Ligue des Champions. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, suite de la 12e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec Metz-Saint-Etienne à 17h et Lyon-Lens à 21h à suivre ce soir dans Europe 1 Sport.